соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour à vous. Aujourd'hui, ce n'est pas un coup de cœur que je voudrais vous présenter, mais une petite expérience, celle de vous retrouver bibliothécaire au Moyen-Âge. Alors, pour faire cette expérience et pour savoir si vous avez raté une vocation ou pas, eh bien, je vous propose d'oublier complètement tout ce que vous savez des bibliothèques actuelles, des bibliothèques publiques de nos jours, parce que c'était très différent. Et pour commencer, une petite question basique, à quoi pouvait bien ressembler un bibliothécaire au début du Moyen-Âge ? Je vous laisse le découvrir. Ah, mon frère bibliothécaire. Alors, comme vous avez pu le voir dans ce petit extrait du Nom de la rose de Jean-Jacques Hano, tiré du livre éponyme de Umberto Eco, eh bien, être bibliothécaire au Moyen-Âge, c'est avant tout être un religieux qui vit dans une abbaye. Alors, il était choisi parmi les moines par l'abbé. Et on ne l'appelait pas bibliothécaire, on appelait ce personnage l'armarius. Ça vient de armarium, qui a été utilisé depuis l'époque romaine pour désigner les armoires, en fait, les incrustations dans les murs des armoires, en fait, pour poser les livres, ou des armoires en bois. Donc l'armarius, c'était lui qui avait la clé de toutes ces armoires dans le monastère. Les bibliothèques publiques, au Moyen-Âge, comme on en a l'idée aujourd'hui, ça n'existait pas. Ça avait existé sous l'Antiquité. Il s'agissait, par exemple, les plus importantes, les plus connues, c'était celles de la Grèce antique, donc à l'époque de Platon, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elles étaient créées par des citoyens, donc des associations en fait, pour pouvoir financer une bibliothèque et permettre ainsi la lecture publique de tous les citoyens. Et il y avait aussi des bibliothèques un petit peu plus tard, des très grandes bibliothèques, notamment celle d'Alexandrie en Égypte, qui avait été créée par les Ptolémées. Elle était aussi également très ouverte. Pour Rome, qui a donné un petit peu le modèle pour toutes les provinces de l'Empire romain jusqu'en Gaule. La plus connue, celle qui a été créée en 28 par Auguste, le successeur de César. Ce modèle de bibliothèque publique a existé en Gaule, avant le Moyen-Âge, peut-être à Lyon, mais rien n'est sûr, on n'a pas de traces, à la différence d'autres provinces, par exemple à Éphèse, où on a encore les ruines de cette bibliothèque publique sur le modèle de Rome. Donc pour la Gaule, ce qui est sûr, c'est que avec les invasions barbares, donc avec l'arrivée du Moyen-Âge, les invasions barbares, c'est la fin 5e siècle, eh bien, toutes les institutions, donc les bibliothèques, les écoles, tout ce qui est l'administration romaine, de toute façon, se sont délitées. Et on ne retrouve plus grand-chose de ce système romain. Tout fait place à des petites tribus, des petits royaumes très différents. Et la seule chose qui reste, ce sont les bibliothèques des monastères, parce que le seul pouvoir vraiment et les seules institutions qui restent, ce sont celles de l'Église. Mais elles sont quand même un petit peu renfermées sur le monde religieux. Le but, c'est de faire connaître aux clercs, leur apprendre les choses de la religion. Et ensuite, les livres sont utilisés pour le culte tous les jours. Il faut prier à telle heure, etc. ou chanter, etc. Donc les livres sont essentiellement là pour ça. Cet enfermement va un petit peu s'ouvrir avec Charlemagne, donc qui va ouvrir ces écoles donc de clercs et ces bibliothèques à d'autres personnes, notamment les fils d'hommes libres et d'hommes serviles, donc ce qui est un peu nouveau. Donc il va y avoir aussi d'autres livres que Charlemagne va demander à ce qu'ils soient présents dans ces bibliothèques, notamment des œuvres encore plus de l'époque antique, donc il est le représentant. C'est Charlemagne qui va un petit peu faire le nettoyage dans ces bibliothèques, parce qu'il avait remarqué, et ses conseillers, que les moines savaient de moins en moins le latin,
Donc les textes étaient recopiés avec beaucoup de fautes et il y avait même des scribes qui étaient des enfants parce que les moines laissaient les enfants écrire les livres et parfois même on utilisait certains livres, donc il y a des témoignages là-dessus, des petits livres qui servaient de porte-monnaie aux moines. Donc tout ça, Charlemagne a voulu faire le ménage. Il a obligé donc certaines abbayes à avoir à leur tête des intellectuels faisant partie de son entourage pour avoir des abbés de qualité, très instruits. Et puis également, il a forcé tous les évêchés à ouvrir une école épiscopale, donc pour les futurs clercs, mais aussi pour les enfants d'hommes serviles ou d'hommes libres qui le souhaitaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas seulement pour devenir clercs, mais aussi pour devenir ses futurs fonctionnaires. Donc il fallait absolument qu'ils sachent le latin, qu'ils sachent écrire, lire et compter, tout ce qu'on apprenait dans les monastères et grâce aux bibliothèques. Donc les fonctionnaires de Charlemagne avaient pour but de quadriller son royaume pour bien le contrôler. Donc c'est ce qu'on appelle les missi dominici. Donc voilà pourquoi les bibliothèques, à partir de cette époque, s'ouvrent un petit peu et sont de meilleure qualité. Il a même inventé avec ses conseillers une nouvelle écriture manuscrite, c'est la Caroline, qui est beaucoup plus facile à lire que les écritures anciennes. Enfin, il existait des bibliothèques privées, à côté donc de ces bibliothèques monastiques qui sont quand même les plus importantes au Moyen-Âge. Ces petites bibliothèques privées étaient beaucoup moins pourvues de livres. Il faut dire que le livre au Moyen-Âge est très cher, et pour un livre commandé par un laïc, qui est en général très bien illustré parce qu'il faut montrer aussi le prestige de l'objet, ça pouvait coûter jusqu'à tout un champ entier avec tout son cheptel dessus. Donc les bibliothèques privées au début du Moyen-Âge sont très réduites. Les plus importantes, ce sont celles de Charlemagne, qui a voulu apprendre à lire au cours de sa vie, donc quand il était déjà adulte. Et il avait une bibliothèque à Aix-la-Chapelle. Et l'une des plus importantes aussi, c'est celle bien plus tard de Charles V, en 1368, dans la tour du Louvre, dans une des tours du Louvre, et qui en fait l'ancêtre de notre BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui se trouve aujourd'hui au centre François Mitterrand. Et cette bibliothèque, au XIVe siècle, comportait à peu près 1000 livres. Donc c'était déjà énorme à l'époque. Et pour les bibliothèques publiques qu'on connaît vraiment, alors elles n'apparaissent vraiment qu'après la Révolution. Elles sont nées des dépôts révolutionnaires récupérés par la Révolution au moment de 1790, quand on abolit les ordres monastiques. Toutes ces bibliothèques donc sont considérées comme des biens nationaux. C'est ce qui s'est passé pour d'ailleurs la ville de Melun. Ce sont des dépôts monastiques qu'on a dans notre fonds. Et on a récupéré également les biens des émigrés. Donc les émigrés, ce sont les nobles qui ont émigré pendant la Révolution, parce qu'ils étaient contre-révolutionnaires ou parce qu'ils se sentaient en danger. Donc n'étant pas revenus, ils ont été considérés comme ennemis. Et on a récupéré donc leur bibliothèque privée. Donc tous ces dépôts-là ont été conservés pendant quelques années et officiellement les bibliothèques publiques ont été ouvertes en 1802, donc sous le consulat. Mais revenons aux bibliothèques du début du Moyen-Âge, celles des abbayes. À quoi servaient-elles exactement ? Donc je l'ai dit, ça servait à instruire les clercs avant tout sur la religion et ensuite à servir donc pour toute la journée le culte en fait au sein du monastère. Donc elle se compose évidemment essentiellement de livres religieux et en latin, parce que c'était la langue de la religion. Le livre le plus indispensable qu'on a donc dans nos fonds, c'est la Bible. On en a quelques exemplaires, on a des Bibles donc manuscrites. Et ce qu'on a également de très connu, mais qu'on a oublié aujourd'hui, qui était très prisé et très recopié au Moyen-Âge, ce sont les étymologies d'Isidore de Séville. Donc c'est en fait l'encyclopédie, c'est un peu le Wikipédia de l'époque, c'est l'encyclopédie que tout le monde connaît. Isidore de Séville, c'était un évêque du 7e siècle. Nous, notre manuscrit est une copie de cet ouvrage qui date du XIIe siècle. Et c'est le plus ancien qu'on ait dans la bibliothèque. C'est l'ouvrage le plus ancien. En quelques mots, les étymologies, ça renferme tout simplement tout le savoir de l'Antiquité sous forme de dictionnaire. Il n'est pas très enluminé.
Il faisait partie de l'abbaye de Barbeau, enfin des collections de l'abbaye de Barbeau, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est une abbaye qui avait été construite par Louis VII et où il avait été inhumé. Et donc ces étymologies, en plus du savoir latin, c'est l'ancêtre du bestiaire. Donc le bestiaire, ce sont comme une sorte de dictionnaire d'animaux qui sont connus, donc comme les éléphants, etc. Et d'autres qui sont absolument inconnus et qui sont complètement fabuleux, comme les dragons, etc., qui sont en quelque sorte répertoriés, comme s'ils existaient tous, et avec des caractéristiques liées à la religion. Donc, soit ils sont bons, soit ils sont mauvais, ils ont des pouvoirs plus ou moins néfastes, etc. Et puis aussi, un petit élément intéressant, on a la représentation du monde à l'époque, tel qu'on le connaissait au XIIe siècle. Donc, c'est une petite carte qu'on appelle le thé dans l'eau, parce que ça ressemble à un petit thé. Et c'est la séparation tout simplement par l'eau, les océans, des 3 continents que l'on connaît à l'époque, donc avant Christophe Colomb, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Voilà. Ne vous attendez pas évidemment à retrouver dans ces bibliothèques monastiques des romans. Par contre, vous trouverez beaucoup de livres, par exemple les sacramentaires. Donc ça, ce sont les ancêtres des missels qui étaient très utiles donc, dans les monastères. Les psautiers, donc on connaît un peu plus, ce sont les passages, en fait, les psaumes qu'on récitait à chaque heure canoniale. Ce sont les heures où on doit réciter des prières dans les monastères. Et on a aussi donc un obituaire, par exemple, donc dans nos fonds. C'est un registre où sont inscrits tout simplement les noms des protecteurs, des bienfaiteurs d'une abbaye, afin de prier pour eux à chaque anniversaire, à chaque commémoration donc, de leur mort. Donc il y a la liste en fait et ce qu'il faut dire pour eux. On a également un livre qui est très connu à l'époque, c'est le Martyrologe d'Usuard. Usuard, c'est un moine du 9e siècle. Nous, on a une copie donc, de ce martyrologe du 13e siècle. Donc le martyrologe, c'est un peu comme un obituaire, mais c'est pour les saints. Et on a aussi ce qui était très apprécié, l'Historia Scholastica de Pierre le Mangeur, ou Petrus Comestor. Donc ça appartenait au couvent des Récollets de Melun. Il reprend donc Petrus Comestor la Bible pour l'inscrire dans l'histoire profane de toute donc l'histoire de l'humanité. Et aussi on a des rituels, bien sûr. On en a aussi donc dans notre fond. C'est tout simplement donc savoir donc dans quel ordre, quels sont les rites en fait qu'il faut respecter dans le monastère. Donc ça c'était très important aussi. On a celui qui appartenait à l'abbaye de Barbeau et qui date du XIVe siècle. Et encore un livre très connu à l'époque, c'est le Manipulus Florum. Donc ça se traduit par le bouquet de fleurs. Donc ça c'était écrit par Thomas Hibernicus. Au XIVe siècle, on l'appelait aussi Thomas d'Irlande, un écrivain très connu à l'époque, et c'était un ancien étudiant de la Sorbonne. En fait, ce qu'il a fait dans le bouquet de fleurs, il a récupéré toutes les citations qu'il a pu récupérer dans les bibliothèques de la Sorbonne. C'était en quelque sorte très intéressant pour les ordres mendiants, parce qu'ils avaient des citations, donc il y a plus de 6000 citations et petits passages de texte. Ces ordres mendiants en avaient bien besoin d'avoir de quoi faire une citation, essayer de se rapporter à la Bible pour chaque petit événement ou pour chaque chose qu'il voulait expliquer. Donc c'était un livre très important. On a également le fameux, encore un Petrus Cantor. Lui a écrit le Verbum Abbreviatum. Donc donc Petrus Cantor, il est important aussi parce qu'il a conceptualisé le terme de purgatoire. Eh bien, l'Armarius s'occupait de tous ces livres, donc il s'occupait de les conserver bien, de fermer à clé ses armoiria, et il les rangeait à plat, donc à la différence d'aujourd'hui où on les range verticalement. C'est pour ça que sous les livres, on peut retrouver dans les livres du Moyen-Âge des petits boulons qui permettent de faire en sorte que le livre ne frotte pas sur lui-même quand il est posé à plat. Cet Armarius, non seulement il s'occupait donc de ses clés, mais il s'occupait aussi parfois de diriger l'école. Donc il avait pour ça un manteau de fourrure très reconnaissable. Et puis il dirigeait évidemment, donc il s'occupait du catalogue, il disait si il marquait la mention du titre et l'état, s'il était vieux, etc. Et il s'occupait des contrats de prêt de livres, donc qui pouvaient exister.
Et évidemment, il s'occupait du scriptorium. Alors en effet, comment les moines pouvaient acquérir des livres, comment ils enrichissaient leur bibliothèque? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans une autre petite séance, et je vous ferai rentrer dans un scriptorium pour le découvrir. Merci beaucoup, bonne journée.